Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je crains que pour cette première communication, on restera un peu dans ce que Alain Supiot vient d'appeler la plomberie, et en plus, même pas la plomberie actuelle, ce qui pourrait avoir un aspect pratique et intéressant. Mais là, il y a des personnes ici, même dans l'auditoire, qui seraient beaucoup plus qualifiées que moi pour en parler. Mais vous savez, quand on rénove une vieille bâtisse, prenez quelque chose comme le Code civil, et où derrière les pans de mur, on retrouve l'ancienne plomberie. Et c'est donc quelques aspects de cette ancienne plomberie que j'évoquerai ici dans ma communication. Il est évident que c'est très réducteur, qu'il y a d'autres notions, même dans l'histoire du droit, de solidarité qui pourraient être évoquées. Je tâcherai, si j'en ai le temps, tout à fait à la fin de ma communication, de m'y référer. Mais donc, je tâcherai simplement de me référer à certains aspects qui ont influencé la notion très classique, comme disait aussi Alain dans son introduction, au sens juridique de la solidarité telle qu'on le trouve en droit privé. Alors, contrairement à la situation actuelle, où la notion juridique de solidarité in abstracto fait partie de l'instrumentaire conceptuel du juriste, permettant de vérifier pour toute obligation concrète, lorsqu'il y a pluralité de créanciers ou de débiteurs, si les critères, conditions de solidarité établis de droit ou conventionnellement sont remplis, l'ancien droit romain ne se référait explicitement pas à une telle notion abstraite. À partir de textes épars dans les compilations de droit romain qui nous ont été transmises, la science et la doctrine romaniste ultérieure se sont efforcées de dégager, de construire une uniformisation relative, la notion et l'expression de solidarité exprimant la tentative de retracer une doctrine cohérente. Aussi, les textes anciens n'utilisent pas les termes solidaire ou solidarité en latin, mais traitent de situations types dans le cadre des contrats, de délits civils, de succession, de la gouvernance familiale, où les effets d'une solidarité juridique au sens moderne sont reconnaissables. La terminologie romaine fait état tantôt de duo-rei, tantôt de co-rei, tantôt encore de l'acquittement d'une obligation in solidum, et in solidum peut se traduire techniquement par solidaire, mais en fait ce n'est pas tout à fait correct, il faut dire pour l'ensemble, pour le tout, sinon on fausse un peu la traduction. Il semble que dans le langage juridique, les termes solidarité et solidaire en latin ont mis quelque temps à s'établir. Deux exemples au XVIe siècle. Le Lexicon Juris Civilis de Jacob Spiegel comporte tout juste une brève mention de l'expression in solidum, qu'il définit par un oxymorone notable, in solidum it est pro parte, ce qui est donc justement son contraire. Mais également, plus conventionnellement, l'expression duo-rei, mais sans référence à l'effet solidaire de leur obligation, ainsi que le terme solidum, dans le sens d'un ensemble, mais la définition de Spiegel se borne à parler d'un capital et de ses fruits. Deuxième exemple, le dictionnaire de Barnabé Brisson, qui comporte des notices beaucoup plus développées sur l'usage dans les compilations de droit romain des termes solidum et solidus, mais aussi coreius. Davantage que les dictionnaires, la pratique dans les anciennes éditions juridiques des index et des sommaires permettant de rechercher des principes spécifiques suggère que les expressions solidaritas, solidarité, ne s'imposeront guère, même si l'expression française solidaire, équivalente au terme latin in solidum, sera déjà communément utilisée dans les éditions du XVIe siècle. En revanche, en latin, l'expression solidaritas, pas plus que celle en français de solidarité, ne s'est imposée dans la littérature juridique d'Ancien Régime, le terme solidité étant en revanche assez commun. Plus tard, et notamment dans la doctrine pandectiste allemande, une distinction sera même surdéveloppée entre Korealität, et Solidarität. Cette distinction était basée sur une uniformisation imparfaite des textes dans les compilations de Justinien. À l'époque classique, dans certains cas d'obligation solidaire, l'effet de la solidarité se terminait
lorsque l'action était intentée par un créancier contre l'un des codébiteurs solidaires. Après la litis contestatio, une action contre les autres débiteurs était alors exclue. La doctrine romaniste allemande a qualifié cet effet de Consumptionskonkurrenz, concurrence consommative, à l'encontre de la Solutionskonkurrenz, concurrence d'acquittement de la dette, où l'obligation solidaire de chacun des débiteurs ne s'éteint que lorsque le créancier, lorsqu'elle a été entièrement acquittée à l'égard de ce créancier. Dans le premier cas, la doctrine allemande a cru pouvoir analyser l'obligation comme une unité, dans l'autre cas comme une pluralité d'obligations. Dans les compilations de Justinien, l'effet libératoire de l'acquittement a été généralisé, notamment en l'interpolant là où les textes classiques comportaient l'effet procédural consommatif, mais en omettant cette correction dans quelques passages. Les efforts de la pandectistique au XIXe siècle visant à construire un système cohérent à partir de ces textes en partie inconsistants, aboutit à la distinction, de nos jours fortement critiquée, mais déjà dénoncée au XIXe siècle par un auteur comme von Jhering, entre solidarité au sens strict et corréalité. Ainsi, dans le cas de solidarité, la doctrine reconnaissait plusieurs obligations distinctes ayant juridiquement le même objet, qui ne s'éteignaient que par leur acquittement complet, tandis que dans le cas de corréalité, les obligations étaient analysées comme une obligation unique qui s'éteignait à l'égard des autres codébiteurs lorsque l'action du créancier avait été introduite contre l'un d'eux, que la litis contestatio avait lieu. L'ancien droit romain régissant les cautions, en particulier la forme de fideiusio, a également joué un rôle important dans le développement ultérieur du mécanisme de solidarité dans le droit des obligations. Le bénéfice de discussions réglées par Justinien a sanctionné le caractère accessoire, subsidiaire de l'obligation de la caution, même s'il a été souligné combien, avant cette époque, le principe juridique selon lequel le créancier avait la faculté de s'adresser d'emblée au fideiusor se heurtait à des contraintes sociales et même juridiques, le débiteur principal étant susceptible de voir dans un tel comportement de son créancier une atteinte injurieuse à sa propre réputation. Cependant, dès l'époque classique, un rescrit de l'empereur Hadrien avait déjà accordé aux débiteurs solidaires la possibilité d'invoquer le bénéfice de division. Enfin, le recours de la caution à l'égard du débiteur principal pouvait s'exercer par plusieurs moyens procéduraux selon les circonstances. Action fondée tantôt sur un mandat explicite ou implicite, sur une gestion d'affaires, ou tantôt encore sur une cession de l'action du créancier. Ce dernier procédé sera accordé d'une manière générale aux cautions sous Justinien, et il fut également utilisé et généralisé par Justinien pour permettre à la caution qui avait acquitté l'obligation entière d'exercer un recours à l'égard d'autres cautions solidaires pour la même obligation. Les textes épars dans les compilations de Justinien furent étudiés en Occident à partir du Second Moyen Âge, mais initialement dans un contexte juridique qui ignorait le développement historique, la logique et le système propre de l'Antiquité romaine. Ils devenaient ainsi des loci de l'enseignement, de la doctrine, ce qui signifiait qu'à nouveau, mais selon l'approche spécifique des auteurs médiévaux, ce furent des situations et rapports juridiques distincts qui permettaient une réflexion où l'on s'interrogeait si chacun des créanciers pouvait ou non exiger la totalité de la créance, ou si chacun des codébiteurs, au sens large, pouvait être redevable de la totalité de la dette. Ensuite se posaient les questions des rapports internes entre créanciers et entre débiteurs, notamment la faculté de recours, ainsi que les questions des éventuels effets à l'égard de tiers ou de certaines catégories de tiers. La recherche de notions et principes généraux, du Moyen Âge à la pandectistique, ne doit pas faire perdre de vue que la diversité des situations dans lesquelles ce qui va pouvoir progressivement être analysé comme un mécanisme juridique de solidarité correspond à des concurrences et conflits d'intérêts spécifiques et différents, et que partant, l'application ou non de ce mécanisme correspond à un arbitrage jurisprudentiel, doctrinal, législatif du conflit d'intérêts propre à une situation type. En outre, dans plusieurs régions, le droit particulier, notamment les coutumes, imposait dans plusieurs situations une obligation ou responsabilité collective. La pratique médiévale a en outre souvent ignoré une différenciation entre codébiteurs.
par exemple en traitant sur le même pied débiteurs principaux et sûreté. En ce sens, la solidarité au sens juridique découlait parfois de la conception collective attribuée à certaines communautés d'intérêt que les droits savants ne pouvaient sans plus ignorer ou rejeter. Dans la doctrine médiévale, la systématisation des mécanismes de solidarité juridique reflète dans une mesure toute relative un effort de conceptualisation abstraite associé à une catégorisation d'intérêts. Bartol semble avoir effectué une synthèse élaguée des amorces de doctrine antérieures, une synthèse qui a largement orienté les auteurs postérieurs jusque vers la fin du XVIe siècle. Cette synthèse demeure différenciée car Bartol également poursuit sa réflexion à partir des textes spécifiques où chaque fois un type de relation juridique particulier est envisagé. Ce sont d'ailleurs en partie ces relations particulières qui constituent la base d'une structuration des mécanismes de solidarité qu'il propose. Il envisage une distinction, non dépourvue de logique scolastique, entre différentes catégories de personnes liées par les obligations. Une première catégorie comporte les obligations ordinaires, on serait tenté de dire communes ou par défaut, à l'égard des catégories suivantes, dans lesquelles plusieurs hypothèses sont possibles selon le type de convention. Ensuite vient la catégorie des cas où la question de l'obligation in solidum, c'est-à-dire pour le tout, est liée à une fonction, même si, selon une qualification moderne, certaines de ces fonctions apparaîtront essentiellement conventionnelles. Dans cette catégorie, Bartol reconnaît en premier lieu une subdivision comportant les personnes exerçant un office à caractère public quant à son autorité et ses objectifs, ce qui concerne essentiellement des titulaires de fonctions officielles de gouvernance publique, comme par exemple les administrateurs d'une municipalité, ou un office à caractère public quant à son autorité, mais dont les objectifs concernent des intérêts privés, comme dans le cas des curateurs et tuteurs des mineurs et de leur patrimoine familial. En plus de ces deux catégories, Bartol distingue celle des fonctions à caractère privé servant des intérêts privés, dans laquelle il traite des cas des exercitores, un capitaine ou maître de navire dans une entreprise de transport et commerce maritime pour le compte d'autrui, des institores, un intermédiaire qui conclut des transactions commerciales, en particulier comme agent pour le compte d'un patron, et de représentants en tant que procurateur dans le sens d'un gestionnaire nommé par un principal. Bartol considère aussi séparément les cas des opérations ou transactions commerciales où plusieurs marchands opèrent ensemble. Les distinctions mentionnées semblent s'appliquer dans ces cas car le mécanisme de solidarité s'appliquera différemment selon que le caractère des opérations relève de l'ordre public, c'est le cas des argentarii qui assurent des opérations bancaires et de change, ou non, comme dans la plupart des cas où il peut y avoir un contrat de société entre les partenaires, societas, au sens contractuel. La signification de cet agencement proposé par Bartol est qu'il structure les situations types rencontrées dans les textes de droit romain selon une logique d'intérêt, public ou privé, qui détermine alors d'une manière plus générale, et donc in abstracto, si un mécanisme de solidarité juridique s'applique ou non. Le critère primaire d'application n'est toutefois pas pour autant celui de l'intérêt, mais de la faculté, dans chacune de ces catégories, de chaque personne individuelle à agir seule, sans la collaboration directe des autres. Aussi, sauf exception, les titulaires d'une fonction publique, ainsi que les curateurs et tuteurs, seront tenus solidairement pour l'acte d'un d'entre eux. Les exercitores et institores engagent en principe toujours le mécanisme d'obligation solidaire. Les procureurs, moyennant une mission spécifique. La notion d'intérêt revient cependant dans le cadre de la discussion des effets des opérations de marchands agissant de concert. Les argentarii, qui remplissent une tâche d'intérêt public, sont tenus solidairement. Pour les entreprises commerciales privées, une distinction est faite selon le double critère du mode de gestion et de l'intérêt de l'opération pour l'entreprise. Si l'exploitation a été confiée à un tiers, facteur, capitaine de navire, les associés sont tenus solidairement. Si les associés ne font pas recours à un tiers, mais interviennent eux-mêmes et simultanément, Bartol estime qu'ils ne sont tenus que proportionnellement. Mais s'ils agissent chacun en un lieu différent, ainsi lorsque les associés exploitent des filiales distinctes de la même entreprise,
l'acte de l'un engage pour l'ensemble les autres. Cette dernière hypothèse sera ensuite développée. On n'envisagera pas seulement une répartition géographique des associés, mais également une distribution fonctionnelle des tâches. Et l'un des critères soutenus à titre complémentaire sera celui de l'intérêt de l'obligation conventionnelle pour l'entreprise dans son ensemble, ou du moins pour l'ensemble des associés. Pour autant, chez Bartol, l'application du mécanisme de solidarité est encore soumise à une construction ou fiction, supposant que chacun des associés est commis chacun des autres, comme si chacun était le facteur de tous. Le principe est dès lors celui de la division des obligations, sauf si la solidarité a fait l'objet d'une convention expresse ou si elle peut être présumée, la présomption pouvant donc même être quelque peu fictive. Il semble donc que se dégage à partir de cette structuration l'idée que dans les rapports relevant de l'ordre public, le mécanisme de solidarité juridique s'impose de droit, alors que dans les rapports privés, ce mécanisme ne s'impose que si l'on peut admettre un fondement conventionnel. Mais ce fondement est susceptible d'être interprété de façon à résulter dans une application extensive du mécanisme de solidarité. L'étude plus spécifique de certaines catégories de groupes d'intérêt fait apparaître des fluctuations dans la doctrine dominante du droit savant, essentiellement ici de la doctrine romaniste. Ainsi, il apparaît qu'avant Bartol, les ultramontains étaient davantage enclins à affirmer la responsabilité solidaire d'associés qui étaient tous impliqués dans la gestion de l'entreprise. Pourtant, certains passages chez Jacques de Révigny laissent penser qu'hormis les catégories pour lesquelles les textes romains établissaient la solidarité, magistrats, banquiers, la solidarité n'était pas présumée à défaut d'une disposition spéciale. Pierre de Belperche semble suivre cette opinion, encore que dans le cas d'associés, Socky, il se peut qu'il ait accepté, du moins dans certaines circonstances, notamment une gestion collective, la solidarité de manière plus générale. Leur disciple Sinus de Pistoia, qui joue un rôle clé dans la transmission des doctrines orléanaises en Italie, se référa à ces doctrines tout en mettant l'accent sur l'exercice collectif d'une gestion, une formule que l'on retrouvait déjà presque identiquement chez Belperche, pour que la solidarité s'applique, tout en citant lui aussi les cas types des magistrats, des banquiers. En Italie même, la disparité, voire l'éventuelle contradiction entre des textes rassemblés par Justinien, avait déjà provoqué des controverses entre les glossateurs. C'était notamment le cas pour certaines règles concernant les exercitores, armateurs, qui ont joué un rôle important au fil des siècles dans le développement des doctrines sur les obligations solidaires. La controverse portait en particulier sur le cas où plusieurs armateurs exploitent et gèrent un navire. Un acte conclu par l'un d'eux en s'engagera-t-il ou profitera-t-il solidairement à chacun? La glosse d'Accurs suivit la distinction entre la situation où les armateurs gèrent ensemble eux-mêmes le navire et celle où ils ont chargé à cet effet un maître de navire. Dans la première hypothèse, les actes engagent chacun des armateurs pour sa part, tandis que dans la seconde hypothèse, l'acte du maître engage les armateurs solidairement. Cependant, la glose remarque aussi que d'autres considérations peuvent être pertinentes. Ainsi, dans le cas d'un contrat, afin d'éviter qu'une partie qui a conclu une convention avec un individu, le préposé, soit contraint à agir contre plusieurs, ou qu'un des textes impliquant la responsabilité solidaire porte sur un quasi-délit et non sur une responsabilité purement contractuelle. Ainsi, déjà avant Bartol, qui pouvait s'appuyer sur d'autres autorités doctrinales antérieures, le principe de la responsabilité solidaire d'associés s'appliquait spécifiquement dans l'hypothèse où ils intervenaient ensemble. Afin de concilier les textes, les auteurs médiévaux, Jacques de Arena semble avoir joué un rôle décisif à cet égard, durent distinguer la situation où les armateurs interviennent tous simultanément, ainsi en étant tous partis à un contrat avec un tiers, celle où ils ont désigné l'un parmi deux ou un autre individu comme préposé ou maître de navire, et celle où ils n'ont pas procédé à une telle désignation, mais où l'un d'entre eux conclut un contrat. Dans cette dernière hypothèse, il semblerait qu'une désignation réciproque de tous en tant que préposés s'esquisse, mais l'effet de solidarité ne se réalisera que si l'acte profite à l'entreprise commune et peut être censé avoir été approuvé par les co-armateurs. Ces questions étaient par ailleurs étroitement liées aux autres aspects ou effets de la solidarité. Ainsi, celle de déterminer si les codébiteurs solidaires étaient censés s'être portés caution l'un envers l'autre,
une question qui affectait la faculté de recours de l'un envers les autres. Les glossateurs étaient partagés, certains exigeant un intérêt pour établir qu'il y ait caution, d'autres estimant que la sûreté personnelle réciproque s'appliquait d'une manière générale entre associés. Une telle construction de codébiteurs, censés être mutuellement leur caution entre eux, était rejetée par les ultramontains. Une question complémentaire était alors si le codébiteur caution pouvait se prévaloir du bénéfice de division. Dans la ligne de ces distinctions évoquées, Bartol admet ce bénéfice dans l'hypothèse d'associés ayant agi de concert, mais l'exclut dans le cas où l'obligation a été contractée par un représentant distinct. Selon cette même logique, les associés, n'agissant pas de concert, n'auraient pu se prévaloir du bénéfice, étant considérés s'étant commis l'un l'autre comme leurs préposés. Le disciple le plus connu de Bartol, Bald, tant dans ses commentaires que dans la plupart de ses consultations, exprime plus nettement la tendance à généraliser la responsabilité solidaire des associés. Ainsi, pour le cas où plusieurs associés ne se sont pas répartis les tâches en d'autres lieux ou pour d'autres branches de leur négoce, mais sont amenés à agir seuls, les contrats de l'entreprise étant conclus tantôt par l'un, tantôt par l'autre, il étend expressément, en reprenant la doctrine d'un autre prédécesseur contemporain de Bartol, Régnier de Forlivio, l'application de la solidarité. Cette solution était justifiée chez les Forlivio lorsqu'elle était fondée sur une pratique ou coutume des exploitants d'un navire. D'autre part, les quelques éléments de la pratique italienne qui nous sont connus à partir de cette époque à travers la littérature savante des consultations font apparaître que ces développements doctrinaux complexes n'étaient pas suivis uniformément dans les débats au prétoire, mais d'autre part que les principes qui viennent d'être retracés pouvaient tout de même être invoqués dans des entreprises commerciales les plus diverses, au-delà, par exemple, des transports par navire dont les textes avaient inspiré les docteurs. Parmi les auteurs postérieurs, des sous-catégories sont pourtant parfois envisagées pour lesquelles un régime dérogatoire est proposé. Ainsi, par exemple, pour des associés qui ne participent pas activement à la conduite des affaires de l'entreprise, ou en accordant le bénéfice de division à des associés qui étaient solidairement engagés par l'intermédiaire d'un procurateur ordinaire, à l'opposé d'un facteur ou autre préposé autonome. Cette dernière exception s'inscrit par ailleurs dans une tendance de la doctrine savante qui se poursuit au début des temps modernes, à admettre plus généralement la responsabilité limitée des associés non impliqués dans la gestion de l'entreprise. On constate ainsi, dans le cadre du développement des sociétés, qu'une logique fondée sur les modes d'investissement et de fonctionnement des entreprises devient déterminante pour appliquer ou non le mécanisme de solidarité juridique pour les actes conclus dans le cadre et au profit de l'entreprise. Déjà, des consultations, donc des arguments directement liés à des controverses de la pratique, de Pierre de Ancarano, de Paulus de Castro, Alexandre d'Imola, ont vraisemblablement, pour des types de sociétés en commandite simple, selon la terminologie actuelle, admis tantôt une responsabilité limitée à l'apport des associés, que l'on qualifierait aujourd'hui de commanditaires, tantôt même, alors que les sociétés envisagées n'étaient pas des personnes morales distinctes, au patrimoine géré par la société. Dans ce dernier cas, selon des raisonnements en partie dérivés du pécule romain. La focalisation progressive de certaines de ces doctrines sur l'organisation et le fonctionnement d'une société qui commence à être conçue comme une entité distincte de la communauté des associés entraîne également un glissement vers d'autres principes affectant la responsabilité des associés, comme par exemple les cas où celui qui agit au nom de la société a outrepassé ses pouvoirs, un élément susceptible d'écarter la responsabilité des autres associés, même dans les cas de figure où, en principe, la doctrine savante prédominante avait fini par accepter la responsabilité solidaire de ses associés. La doctrine d'inspiration romaniste de cette époque comporte encore des auteurs influents s'opposant à cette restriction de la responsabilité des associés, mais il semble que les exigences de la pratique pour assurer la responsabilité limitée furent en définitive trop fortes pour maintenir la responsabilité solidaire généralisée à l'égard de tous les associés, en vertu d'une collaboration régie par une convention de societas. En revanche, la responsabilité solidaire généralisée des associés actifs semble avoir été ancrée dans de nombreuses cités italiennes, également dans d'autres régions européennes où le commerce fut influencé par les pratiques commerciales italiennes. En même temps, la doctrine d'une caution mutualisée entre associés, visant au début essentiellement à justifier leur faculté de recours dans leur rapport interne,
s'est aussi établie pour justifier la responsabilité solidaire à l'égard des tiers. En outre, les associés censés être tenus solidairement furent exclus du bénéfice de division, sans doute en vertu des mêmes considérations portant sur l'équilibre des intérêts à protéger. Enfin, il convient de rappeler que pour pleinement saisir ces développements de la doctrine romaniste, il conviendrait de tenir compte d'autres facteurs comportant leur propre tradition de solidarité et de responsabilité collective. Ainsi, au cours des premiers siècles du Second Moyen-Âge, en Italie, les compagnies dérivées d'entreprises familiales ont pu servir de modèle par leur responsabilité collective des associés apparentés. Ensuite, lorsque les sociétés ne sont plus fondées sur des liens de parenté, des pratiques contractuelles, plus tard parfois consolidées et généralisées par voie statutaire, obligeant les associés l'un envers l'autre et l'ensemble des associés pour le tout à l'égard des tiers, prendront la relève. Pour les sociétés, les doctrines savantes, canoniques comme civilistes, sur les amorces d'une personnalité morale ont permis de développer l'idée d'une responsabilité limitée. D'autre part, les pratiques commerciales divergentes ont donné d'autres orientations au type de société en commandite, partant une protection variable des tiers à l'égard des commanditaires. Dans la littérature juridique de la seconde moitié du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, où l'on passa de la méthode caractéristique des 2 derniers siècles de l'Ancien Régime, à la fois plus systématisante et intégrant matériellement les droits particuliers, quelques tendances se dessinent. Le principe de la division pro parte des obligations d'une pluralité des débiteurs est à la fois affirmé et subverti par la multiplication des exceptions pratiques et des régimes particuliers, de sorte que le mécanisme de solidarité est en fait largement applicable. Les effets internes et externes de la pluralité de créanciers ou de débiteurs sont développés plus systématiquement, désormais moins redevables d'une interprétation de textes spécifiques de droit romain. Pour les sociétés, une différenciation accrue et plus nette se dégage entre la responsabilité des associés intervenant directement dans la conduite des affaires et des autres associés dont le rôle est essentiellement celui des commanditaires. Pour les premiers, le principe général d'une responsabilité solidaire, hormis quelques exceptions, par exemple en vertu des règles de compétence, s'établit, tandis qu'une responsabilité limitée à l'apport patrimonial est de plus en plus admise pour la seconde catégorie. Il semble qu'en France, la responsabilité solidaire des associés ait également été de règle dans les relations commerciales. Pottier, en traitant des principes généraux du droit des obligations, offre un exposé caractéristique de l'usus modernus français, présentant les aspects de solidarité, il parle encore de solidité, de manière systématique, tout en intégrant droit romain et droit français. Pour cet auteur du XVIIIe siècle, il était notable qu'il se réfère sur ces questions et qu'encore à plusieurs reprises aux doctrines savantes médiévales, notamment de Bartol. Si Pottier se réfère encore constamment au texte de droit romain, cet usage est toutefois subordonné à la logique d'une théorie où prédominent des principes généraux tempérés par des considérations de bonne pratique et d'équité. Chez Pottier, le mécanisme de solidarité est envisagé comme un régime d'exception propre aux marchands. En droit commun, il estime que le principe général, sauf convention ou loi en sens contraire, dictait la responsabilité divisée des codébiteurs. Les tiers n'étant pas tenus de connaître les rapports internes entre leurs codébiteurs, Pottier estimait qu'à défaut d'une disposition contraire, chaque débiteur est détenu à part égale. Ce principe valait notamment à l'égard des associés dans le cadre d'une société non commerciale. À cette époque, c'est-à-dire au dernier stade de l'ancien droit, la notion de solidarité in abstracto s'est généralisée dans la pensée juridique. Ainsi, dans le dictionnaire de Ferrière, plusieurs notices sont consacrées à la notion, notamment sub voce obligation solidaire. L'auteur souligne que la solidarité n'est pas de règle, mais suppose, hormis les cas spéciaux qui constituent les exceptions au régime commun, une convention ou une disposition spécifique. Sub voce solidité, Ferrière précise que cela suppose l'utilisation explicite du terme solidité ou solidaire. Il souligne toutefois les cas de réparation civile et d'amende criminelle, ainsi que des cas d'amende infligées en cas d'abus d'un recours procédural, où la solidarité s'applique de droit envers tous ceux qui sont condamnés. Une brève notice sub voce solidité entre marchands mentionne le régime inversé à celui du droit commun. L'acquisition conjointe par plusieurs entraîne une obligation solidaire, sauf convention contraire. Dans le régime commun, aucune renonciation expresse au bénéfice de discussion ou de division n'est requise.
On retrouve enfin ces principes dans le Code civil, ainsi que quelques-unes des catégories spéciales remontant au droit romain, tutelle, administrateur public, associé en nom collectif, où la solidarité est applicable de droit. La pratique et la doctrine y ajouteront encore d'autres cas. Ainsi, à la fin de l'Ancien Régime et au début de l'ère des codifications, en France, le terme de solidarité, au moment même où il s'établit d'une manière générale dans le langage juridique, était pratiquement restreint au sens du mécanisme analysé dans le cadre d'obligation. Je voudrais encore, si j'ai 5 minutes, je ne sais pas, 2 minutes, évoquer que ce que je viens de dire signifie évidemment, ce sont quelques aspects techniques, comme vous avez pu l'entendre, de la notion de solidarité en droit privé, avec seulement quelques rares perspectives au-delà, mais on ne pourrait pas pour autant réduire la notion de solidarité en droit au mécanisme de l'obligation ou créance solidaire au sens technique, dont certains aspects du développement viennent d'être évoqués. Sans doute, dès le XIXe siècle, d'autres notions de solidarité dans le cadre de débats politico-juridiques, comme par exemple autour de la doctrine de l'autonomie de la volonté et de ses effets, seront avancées. Cependant, même avant le XIXe siècle, on peut reconnaître dans d'autres contextes juridiques que le droit des obligations, des approches et mécanismes susceptibles d'être interprétés de manière diverse comme des formes de solidarité dans un sens plus large. À titre d'illustration, j'aimerais simplement brièvement évoquer le droit public de l'Europe au XVIIIe siècle pour étayer cet argument. Le droit public de l'Europe exprimait une conception des relations internationales inspirée par la pensée rationaliste de son époque et du modèle des sciences naturelles qui en avait été extrait. La communauté internationale était alors envisagée comme un système régi par des lois comparables aux lois naturelles dans le monde physique et l'univers. En conséquence de cette approche, tous les acteurs individuels de la communauté internationale coexistaient selon des liens d'interdépendance dont le fonctionnement était pratiquement aussi déterminé que par des lois de physique. Ainsi, on aboutit au paradoxe qu'alors que la raison d'État, partant l'optimisation de l'intérêt propre de chaque acteur, constituait le but suprême et la justification de la politique et de l'action de chacun, les lois immanentes au système contraignaient chacun à contribuer à maintenir ou à rétablir l'équilibre des pouvoirs au sein du système. Il est donc possible de reconnaître dans cet ensemble de règles une solidarité d'une part dans l'interdépendance de chaque élément du système dans l'ensemble et d'autre part dans l'interaction de chaque élément avec les autres éléments afin d'assurer l'ordre du système. En ce sens, les acteurs reconnaissaient la supériorité de la finalité du système par rapport à leur propre finalité individuelle. Le droit public de l'Europe présente ainsi le paradoxe qu'une société des nations, fondée sur la recherche de l'intérêt propre de ses membres, implique la subordination rationnelle aux lois naturelles de cette société en tant que système contraignant. La paix d'Utrecht, dont on célèbre cette année le 3e centenaire, est l'un des grands exemples de l'établissement dans le droit des gens de ce droit public de l'Europe, à l'époque même où la pensée rationaliste philosophique connaissait son avènement. La coalition européenne quasi générale dirigée contre la France et d'une Espagne régie par les Bourbons, au-delà des clivages religieux, des rivalités économiques, visait à prévenir une hégémonie française en Europe et dans le monde qui fut devenue imparable. Selon le principe de l'équilibre des forces, dans lequel on peut reconnaître un modèle emprunté à une loi naturelle des physiques, même des puissances antagonistes se retrouvaient dans la guerre de succession d'Espagne pour contrer la prédominance française. Peut-on pour autant parler de solidarité dans cette conception du droit public de l'Europe ? Uniquement dans la mesure où l'on peut faire état, dans une conception systémique de la communauté internationale, d'une destinée nécessairement commune, régie par des règles de conduite auxquelles les membres ne pouvaient pas plus se soustraire qu'aux lois de la physique. L'intérêt individuel des membres passait par l'intérêt du maintien du système, qui supposait le maintien de ses membres. Cependant, il est évident, lorsqu'on observe la mise en pratique du droit public en Europe, que le système présentait déjà des traits d'une oligarchie, le futur gouvernement des grandes puissances qui s'établira formellement un siècle plus tard à Vienne. La solidarité favorisait essentiellement les plus forts, les plus faibles ne parvenaient à tirer leur épingle du jeu qu'à condition de dresser les plus puissants l'un contre l'autre en leur faveur. Le droit public de l'Europe était un modèle de gouvernance de la communauté internationale où prévalait une conception d'efficacité, mais sans s'efforcer de définir indépendamment de cette gouvernance rationnelle une conception de justice, car celle-ci était censée immanente à la rationalité du système. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Alain, pour cet exposé qui, tout en ayant sa rigueur, son érudition hard, si je puis me permettre, montre quand même le grand intérêt et l'actualité du retour à ce berceau juridique. Et notamment, je retiens les liens forts entre la solidarité et la responsabilité, ce passage que tu as décrit entre un critère tiré de l'exercice du pouvoir ou de l'intérêt à des critères organisationnels. Il me semble que toutes ces remarques sont particulièrement intéressantes pour aborder les questions contemporaines.